Ici, CKIA-FM. Voici le signal horaire officiel de l'Association des retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. Au début du trait prolongé, il sera exactement l'heure juste. L'heure juste, avec Samuel Labrec et Louise Petitgrou. Alors, bienvenue à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA-FM, toujours avec ma collègue Louise Petitgrou. Louise, ça va bien? Oui, ça va bien, Samuel. Me voilà de nouveau masqué. Oui, comment ça? Je t'ai pas posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Tu ça COVID? Les virus, courent Oui. dans les rues, les fêtes s'en viennent. C'est vrai. Moi, je veux pas que les restaurants ferment. Je veux aussi qu'on puisse inviter nos enfants, nos familles. Oui. Fait que je reste un peu prudente dans certains endroits. Puis le studio d'enregistrement, il y a des micros. On le sait que les micros, Absolument. c'est pas mal fort sur les virus. Oui. On a vu des exemples dans le passé. Alors, j'ai pensé que c'était plus prudent de ramener le masque. Ben, moi, j'ai trouvé une solution aussi pour pas véhiculer de virus, là. Mon auto est décédée. Donc, Ah? Ton auto est décédé? ben oui, je sais pas si tu te rappelles, on est en tournée du conseil exécutif là, depuis le début de l'automne. Oui. Puis ma voiture, elle a décidé de mourir à la dernière journée de la tournée du CE à Sherbrooke, donc dans ma ville natale. Heureusement, parce que là, j'avais accès à mes parents Oui. à Sherbrooke. Donc, c'est ça, j'ai plus de véhicule. Là. Mais en quoi ça contribue à lutter contre les virus? Ben, probablement que j'irai pas à Noël à Sherbrooke dans ma famille. C'est compliqué avec les autobus. Puis Comme on dit, ça donne bien. Hein? c'est-tu plate. C'est-tu plate, je vais être obligé d'écouter des films chez nous tranquille. Mais c'est ça. Ouais, je sors beaucoup moins. Là. Cette semaine, tu m'as pris par surprise. Tu m'as appris une nouvelle qui concerne aussi les habitués de l'heure juste. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ta vie, Samuel? Qu'est-ce qui va changer? Ben, aujourd'hui, techniquement, c'est ma dernière émission de radio de l'heure juste. Là. Donc, ça a été un privilège de l'avoir fait pendant plus de 4 ans. Donc, je change de poste à la REC. Donc, je reste à la REC. Là. Mais dans le fond, on va recevoir tantôt Ginette, ma collègue, qui va nous annoncer sa retraite, même si, divulgateur ici. Donc, Ginette a annoncé sa retraite à l'automne. Et je vais passer à ce poste-là. Donc, dans le fond, ça va être conseiller aux dossiers sociaux. Donc, tous les dossiers là, que normalement Ginette venait parler ici. Là. Donc, ça va être maintenant espérons-le, devenir mon expertise. Donc, j'ai très hâte là, de jouer ce nouveau rôle. Et pour ce qui est de l'heure juste, ben là, on est l'ouverture du poste de conseiller aux communications de la REC se termine aujourd'hui. Donc, on va voir là, si quelqu'un a appliqué, s'il y a quelqu'un de la centrale des syndicats du Québec a appliqué. Puis, on va voir avec la suite avec cette personne-là. On va assurer une continuité. Donc, c'est bien. Au moins, je reste dans la même organisation. Donc, je peux très bien transmettre les dossiers et voir si cette personne-là a le goût, envie de continuer l'émission de l'heure juste. Je l'espère. On ne veut pas y mettre de pression, là, mais je l'espère. Ben, moi, en tout cas, je suis très contente pour toi. C'est ce que je t'ai écrit aussi. Je trouve que ça correspond à un beau défi professionnel et je pense que tu as tout à fait les capacités pour aller dans ce genre de fonction. Ça ressemble un peu plus à ta vie antérieure où tu étais, je pense, conseiller politique à un moment donné. Fait que je pense que c'est un bon choix d'aller vers ça. Et même si les souliers de Ginette sont très grands à chausser, je pense que tu vas apporter ta couleur et toute ta capacité. Je suis très contente pour toi et un peu triste pour moi, parce que ça fait quand même 3 ans qu'on collabore et qu'on travaille ensemble. On avait commencé à développer, je pense, une belle entente, une belle complicité. Puis bon, moi, j'espère que ça va continuer. Puis j'espère que je vais être de la partie si ça continue. Mais on verra bien ce qui va se passer. Parce qu'on se rappelle que je suis pas un gars de com, hein? Je suis pas un gars de communication. Non, mais c'est ça. Les gens l'oublient des fois. Ouais. Maintenant, on peut dire que tu l'es parce que tu l'as fait pendant 4 ans. Finalement, oui. Oui, ça a appris, comme on dit, sur le tas. C'est ça. Exactement. J'ai essayé d'apprendre. On peut faire le tour des petites actualités. Aujourd'hui, on va parler de 2 choses. Oui. On va recevoir Ginette là, tout de suite après nos actualités. On va faire le tour avec elle là, des dossiers qu'elle a menés durant sa carrière à la REC. Donc, on va voir qu'est-ce qui l'a marqué dans ces dossiers-là. On va essayer de voir aussi si elle a des projets de retraite. Donc, on va la cuisiner un peu là, à cet effet. Et plus tard, on va recevoir Mme Micheline Germain-Saucier,
qui est sur l'exécutif de l'AREC. Elle va venir nous parler, c'est elle qui est responsable du dossier de la relève à l'AREC. Donc, on se rappelle, là, il y a plusieurs mois, on avait reçu Laurier Caron qui était venu nous parler du début de ces travaux-là. Il travaillait sur des guides sur la relève. Dans le fond, ça vient de plusieurs secteurs et de régions au Québec, que c'est un défi d'aller chercher de la relève bénévole active dans notre association. Donc, on a fait un gros travail là, débroussaillage, de sondage auprès des nouveaux membres, auprès des plus anciens, à savoir là, qu'est-ce qu'ils ont besoin comme outil, qu'est-ce qu'on peut partager comme activité là, qui se fait ailleurs, qui fonctionne. Donc, on retrouve tout ça dans ces guides-là. Puis, Mme Germain-Saucier va pouvoir nous en faire part. C'est bon pour l'AREC, mais c'est bon pour pas mal toute association qui fait affaire avec des bénévoles, qui travaille avec des bénévoles et qui ont ce défi-là de relève. Parce que, somme toute, c'est pas mal les mêmes défis, là. C'est pas mal les mêmes enjeux. Donc, j'ai très hâte d'avoir ce point-là. On l'a traité justement lors de la tournée du CE. Dans les actualités, je ne sais pas si tu as vu passer il y a quelques semaines déjà, il y a eu plusieurs cas difficiles dans les résidences privées pour aînés et les CHSLD. Encore une fois, hein? Oui. On pensait que ce serait fini à jamais après la COVID, mais non. À tout moment, ça rebondit. Oui, c'est comme si ça n'avait rien changé. Oui, c'est ça. On retourne à la normale. Oui. C'est assez frappant. Puis là, ce qui est particulier, c'est que, on se souvient, il y a eu une loi sur la maltraitance là, qui avait été amenée par l'ex-ministre Marguerite Blais. Et on y a rajouté un peu de mordant, parce qu'au début, c'était pas grand-chose. Au fur et à mesure, on y a rajouté du mordant. Et ça fait en sorte que dès que... il y a une mainmise du réseau public qui finit par rentrer dans le privé, voir qu'est-ce qui se passe. On se rend compte que c'est pas glorieux. Là. Donc là, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des mises sous tutelle. Là, il y en a eu 2, 3. Il y a eu les Floralie, je pense, à Montréal. Exactement, les Floralie. Puis à Trois-Rivières, j'ai vu aussi un autre cas. Oui. C'est ça. Fait que c'est des cas de maltraitance. Là. C'est vraiment des cas directs de maltraitance. Les vieux problèmes là, qu'on a vus là, pendant la COVID, là, les abandons dans des lits, les gens pas lavés, des gens avec des plaies, des gens pas... Bon, en tout cas, toutes sortes de... Puis ça, on l'avait vu souvent quand, justement, on rentrait dans le réseau privé à cause de la COVID. Donc, le réseau privé était en panique. Donc, le public devait rentrer pour essayer de réorganiser les choses. Et on se rendait compte que c'était un peu tout croche. Donc, il faut faire la part des choses. Là, il y a quand même le privé conventionné et le privé non conventionné. Pour l'instant, c'est le privé non conventionné là, qui semble très problématique. Il y a ces problèmes-là de maltraitance qui sont vraiment récurrents. Qu'on dit lié à la pénurie de main-d'œuvre, mais quand même, là, c'est pas des... c'est lié à la pénurie de main-d'œuvre, en tout cas. C'est souvent dans certains secteurs privés aussi lié à la recherche du profit. Hein? Oui. C'est parce qu'il faut rogner tout le temps sur quelque chose quand on veut garder une marge de profit intéressante. Ben, tu mets le doigt dessus un peu, là, parce que c'est ça. Madame Lapointe, elle a écrit une lettre ouverte là, il y a une semaine ou deux qui est parue dans le Journal de Montréal, justement, qui questionne ce modèle-là là, de privatisation des soins aux personnes vulnérables, aux personnes aînées en situation de vulnérabilité. C'est à partir de quand qu'on s'est dit que c'était une bonne idée là, de faire du profit sur le dos des personnes vulnérables. C'est-à-dire qu'on a ces bénéficiaires-là qui ont besoin de soins, qui ont besoin de services, puis que il fallait absolument qu'on gagne de l'argent avec ça. T'sais, on fait pas de l'argent avec des hôpitaux. Là. Quand quelqu'un a un cancer puis qui est traité, il y a personne qui fait vraiment de l'argent avec ça dans le système de santé. Là. Mais par contre, quand on a une perte d'autonomie puis qu'on s'en va en résidence, là, soudainement, il y a quelqu'un qui peut faire de l'argent avec ça. Ça, c'est questionnable comme modèle. Et au Québec, on est pas mal dans les champions avec ça. On est, de plus en plus. Oui. Et c'est la même chose dans les garderies, hein, les services de garde des enfants. Là. Quand on est dans le système privé de garderie, c'est pas la même qualité que dans le secteur public. C'est pas les mêmes exigences pour les éducatrices et bon. Non, exactement. Puis c'est ça. Fait que c'est un peu frustrant parce que ça s'est développé un peu en marge du réseau à force qu'il y a eu un désengagement là, de l'État dans les soins aux aînés. La nature horreur du vide, donc le privé est rentré puis a décidé de faire la pièce. Mais faire la pièce, là, on se rend compte que de plus en plus, c'est un modèle qui est difficile pour le privé parce que plus on leur demande des engagements, de la sécurité, de la qualité, moins ils font de l'argent, moins ils font de profit. Et là, on en voit, hein, ça finit par se transformer magiquement en tour à condo. Ce ne sont plus des résidences privées pour aînés. C'est-à-dire, ils enlèvent tous les services. Oui. Il y a ça devient comme des appartements
ordinaires, sans service. Exactement. Il y a des grands groupes qui sont cotés en bourse, qui sont présentement sur le bord de la faillite. Oui, c'est les groupes sélection. Effectivement, là. Je n'osais pas les nommer, mais on peut les nommer, les groupes sélection. C'est des groupes il y a beaucoup de résidences personnes âgées. Là. Absolument. C'est pas des petites résidences de 20 unités. Ça ferme, cette affaire-là. C'est un gros déficit de logement. C'est un peu le cauchemar en ce moment du réseau parce que justement, tu viens de le dire, si ça l'a à fermer, on les met où? On les place où, ces gens-là? Il n'y a pas de ressources. Les hôpitaux sont pleins, sont engorgés. Les CHSLD sont pleins, sont engorgés. Donc, si une tour de résidence semi-autonome de 500 personnes là, ferme du jour au lendemain, on est très mal pris. Il y a eu un cas justement de mise sous tutelle récemment où on a dépêché là, 160 personnes, 160 professionnels, dont une gestionnaire là, payée, je pense, 150$ de l'heure. Donc, pour gérer le problème, cette facture-là, c'est toi puis moi qui la payons. Là. C'est pas le privé. Là. Et quand on demande au privé de rembourser cet argent-là, on verra jamais la couleur de cet argent-là. Même si ça recommence à bien aller. Là. Ben non, exactement. Ça, ouais. Les propriétaires, les vrais, les financiers, ils se retrouvent en France, même aux Émirats arabes unis. Ce modèle-là d'affaires est complètement... Il n'y a pas de frontières. Non, il n'y a pas de frontières. Oui. Donc, s'il y a un problème... Je trouve qu'on devrait les appeler résidences commerciales pour personnes âgées. Je suis d'accord avec toi. Et garderies commerciales pour enfants. Je trouve que ça les placerait exactement sur ce qu'ils sont. Tu sais, au lieu de les enrober avec des noms, les Floralie, les ci, les ça, là, tu sais. Hein? Qu'on dise donc les vraies choses. Ça donnerait moins le goût, en tout cas. Ça donne le vrai visage. Ça donnerait la vraie couleur. Oui. Hein, mais ceci dit, il ne faut pas tout mettre les gens dans le même panier. Je sais qu'il y a des résidences pour personnes âgées de type commercial qui se comportent bien aussi. Là, c'est pas... Mais celles qui se comportent mal, elles se comportent vraiment mal. Puis, il y avait eu une étude de l'IRIS l'année dernière, justement, qui démontrait là, que ce modèle d'affaires-là n'avait aucune transparence. Puis ça, c'est un gros problème. Parce que dès qu'on veut savoir où est l'argent, où va l'argent... Ouvrir les livres, comme on dit. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas de transparence là-dedans. Puis ça, c'est... Alors qu'ils bénéficient beaucoup de subventions par le biais des crédits d'impôt pour les aînés. Hein? Alors, il y a beaucoup d'argent public qui s'en vont dans ces résidences-là. Ce crédit d'impôt-là qui m'horripile, parce que c'est un crédit d'impôt pour maintien à domicile, que ça s'appelle, qui avait été créé justement pour permettre aux personnes d'avoir des services à la maison, puis les faire rembourser finalement avec le crédit d'impôt. Sauf qu'on a permis le crédit d'impôt d'être géré par des gestionnaires de résidences privées pour aînés. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est que dès qu'ils reçoivent quelqu'un, un nouveau locataire, ils leur disent, voici combien coûte votre loyer, mais grâce au crédit d'impôt, ça vous donne un rabais sur votre location. Est-ce que la personne a vraiment besoin des services dont on paye le crédit d'impôt pour? Pas nécessairement. Donc, une personne en pleine autonomie peut avoir un rabais sur son loyer sans obtenir de service. Donc, ça devient un crédit d'impôt complètement aveugle qui finalement ne réussit pas à payer pour des services. Ce qu'on devrait faire, c'est que si on met de l'argent, ça devrait se transformer en service. Mais dans le cas des RPA, c'est pas nécessairement le cas. Puis ça, c'est très frustrant parce qu'on se rend compte que les gens qui restent à la maison, qui reçoivent ce crédit-là, au final, on donne moins d'argent. Aux gens à domicile, on donne beaucoup plus d'argent parce qu'ils reçoivent le plein montant. Parce que dès qu'une résidence offre tant de services, ben on dit il y a un potentiel que cette personne-là reçoive tous les services. Donc, voici le plein crédit d'impôt. Complètement absurde. Oui. Complètement absurde. Ouais. Donc, c'est devenu une espèce de raquette. Là. Puis, il y a un lobby très fort des résidences parce que, oui, il y en a qui sont super bonnes et qui offrent des bons services. Mais c'est qu'il y a c'est un bon financement, ce crédit d'impôt-là. Donc, si on le questionne vraiment, là, si on le questionne sérieusement, il y a une levée de bouclier. J'ai déjà lu, mais je ne suis pas certaine de ce que j'avance. Fait que prenons ça avec un grain de sel. J'ai déjà lu qu'il y avait beaucoup de médecins qui investissaient dans les RPA aussi. Je ne sais pas là. Je sais qu'on avait vu beaucoup de cas de pharmaciens qui investissaient dans les RPA puis qui avaient leur propre pharmacien, même la RPA. Oui, genre de petit conflit d'intérêts. Mettons, on pourrait dire ça comme ça. Hein, mais... C'est ça. Mais il n'y avait pas que des mauvaises nouvelles cette semaine. Il y a au moins 2 bonnes nouvelles. La première, c'est que à Montréal, le métro et le bus vont être gratuits pour les personnes âgées. Je pense que c'est à partir de janvier.
et c'est une mesure que la Ville de Montréal a mis de l'avant pour aider dans le cadre de l'inflation. On sait que les gens âgés ont un revenu modeste et souvent l'inflation a un très grand impact sur leur mode de vie, sur leur accès à la consommation et tout. Alors, je trouve que c'est une mesure intéressante qui coûte pas si cher que ça. Non, c'est vrai, on a déjà vu les coûts, puis c'était effectivement pas si dispendieux. Ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, c'est que le RRQ puis le REGOP vont être indexés cette année de façon intéressante. Pour répondre à l'IPC. À 3,5. Oui. Puis le REGOP aussi, je crois, y compris les années qui étaient gelées là, entre 80 et 99. Oui. Je pense que ça va être apprécié beaucoup par les gens. Là. Oui, ben c'est ça, c'est en réponse à l'IPC là, qui est grandissant. Là, donc, c'est un moyen justement pour éviter un appauvrissement grandissant à force que l'IPC augmente. Ouais. Donc, c'est une bonne nouvelle. Ça donne aussi une bonne idée parce qu'on lutte pour l'indexation des rentes. Oui. Ça nous donne une idée de ce que ça représenterait comme coût aussi, ce que les personnes reçoivent. Tu sais, dans le fond, le chèque que vous allez recevoir, là, vous allez pouvoir voir votre indexation justement entre 82 et 99. Qu'est-ce que ça représenterait là, comme argent? Oui. Mais ça, on aimerait que ça soit plus que ponctuel. Oui. Peut-être que ça va être juste cette année, en effet. Mais en tout cas, prenons-le, puis peut-être que l'habitude se créera. Ah oui, on le souhaite. On le souhaite. Justement, par rapport à l'indexation, il y a eu une campagne qui vient d'être lancée, une campagne web et réseaux sociaux sur l'indexation qui est menée par la REC. Donc, c'est une petite capsule là, d'à peu près 30 secondes qui illustre là, vraiment qu'est-ce que ça représente finalement la perte du coût de la vie et qui demande au gouvernement d'agir justement parce que c'est sa responsabilité et ça reste des employés de l'État. Donc, c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer que ses anciens employés, ses employés retraités aient des retraites décentes et ça passe par notamment l'indexation. Donc, c'est le but de cette vidéo-là qui sera aussi envoyée prochainement à l'ensemble des députés pour les sensibiliser à cette situation-là. Là. Oui, c'est bon ça. Puis de toute façon, je trouve que la REC mène ce dossier-là depuis longtemps. Et là, c'est comme un pas de plus qui est fait avec la campagne. Et puis, dans le contexte de maintenant, peut-être que ça peut donner un bond en avant pour ça. Bien, c'est le contexte, effectivement, qui est très parlant. Là. C'est qu'avec la hausse du coût de la vie, cette perte de pouvoir d'achat là, que les gens connaissent, là, qui s'accroît d'année en année, ben là, ça devient un petit peu plus difficile. Puis on le rappelle dans la vidéo. Que quand les retraites sont gelées là, pendant 8-9 ans ou à peu près pas indexées, ça a vraiment un impact sur le pouvoir d'achat des gens puis sur leur capacité à bien vivre. Oui, ben, c'est pour ça que c'est pas normal, là, tu sais. Non, exactement. C'est pas normal que l'inflation soit importante puis que les salaires ou les salaires, ben pour les retraités, les salaires, c'est les régimes de retraite, ça ne suive pas, là. Il y a quelque chose qui marche pas. Alors qu'on sait qu'il y a d'autres qui se payent allègrement l'indexation sans problème, là, morale, là. Fait que, en tout cas. Non, effectivement, c'est un cas difficile. Puis l'Observatoire de la retraite fait un très bon travail, je trouve, à cet effet-là, qui a un regard plus général, qui ne concerne pas nécessairement que le REGOP, là, mais qui concerne tout le concept de retraite au Québec. Parce que un appauvrissement général des aînés au Québec, c'est pas rentable socialement. Ce sont des gens qui contribuent à la société, ce sont des gens qui consomment. Ben oui. Donc, si on enlève le pouvoir d'achat à une grande part de la population, on va voir des restaurants se vider encore plus, on va voir des théâtres se vider, on va voir toute l'économie locale qui est sur le bord de l'effondrement. Fait que il n'y a pas d'intérêt à appauvrir les aînés, c'est pas rentable pour personne. Il n'y a pas d'intérêt non plus. Il ne faut pas oublier non plus qu'il y a des gens qui ont vu leur régime de retraite coupé à peu près de moitié, tous ceux qui n'avaient pas des protections, surtout dans le secteur privé. Oui, absolument. Ça aussi, eux autres, là, leur vie a chuté, là, leur niveau de vie a chuté énormément. Oui, tout le plan de retraite. Ils les ont condamnés au travail longtemps aussi pour pallier ça. Bon, enfin. Ben voilà. Oui, puis juste faire une petite mention là, parce que la semaine dernière, il y a eu des super rencontres vraiment intéressantes à la REC qu'on appelle les rencontres de responsables régionaux. Donc pour chaque dossier mené par la REC, l'action sociopolitique, l'environnement, conditions des femmes, je les nommerai pas toutes là, mais ça se déroulait toute la semaine dernière et un peu avant. J'ai eu la chance de participer pas mal à toutes ces journées-là. C'est vraiment fascinant de voir ça. Nos membres bénévoles recevoir des formations, des conférences vraiment intéressantes. Il y avait Carole Méran pour l'environnement. Il y avait justement l'Observatoire de la retraite, là, M. François l'Italien, qui était venu nous faire l'historique de l'indexation du REGOP. Ça, c'était vraiment intéressant aussi. Il y a eu, on pourra en parler tantôt avec Ginette, là, mais le dossier maltraitance financière avec 3 policières là, qui sont venues nous expliquer de cas concrets là, qui existent de types
de maltraitance financière, les fameuses arnaques amoureuses. Oui. Il n'y a pas d'âge pour se faire pogner là-dedans. Donc c'est des cas qu'on voit de plus en plus. Justement, plus les gens vont sur Internet, c'est facile de se faire avoir. Donc, beaucoup de dossiers là, vraiment très intéressants. Donc, moi, je serais prêt pour une courte pause, puis on pourrait accueillir Ginette, justement, dans le bureau, puis on va parler de sa vie, là. Oui, parfait. Est-ce qu'elle est arrivée? Oui, elle est arrivée. OK, parfait. Oui, donc, on se dit à quelques secondes. Si jamais on a un petit moment à la fin, ou en tout cas, je voulais te parler de la plasticité du cerveau, un article qui est paru dans Le Devoir le 3 novembre, qui concerne beaucoup les gens âgés. Mais ça, on n'a pas le temps. On aura le temps. On va se plastifier le cerveau. À tantôt. De retour à l'heure juste, l'émission de la REC sur les ondes de CKIA FM, avec ce doux son de jazz. On accueille dans nos studios Ginette Plamondon. Ginette, ça va bien? Ben oui, bonjour tout le monde. Ah, je vais te demander juste d'approcher ton micro un petit peu de ta face. Encore plus. Encore plus. Oui, on la voit pas, on voit juste le micro, par exemple, mais c'est pas grave. Oh, c'est pas grave. Comment il faudrait que je fasse ça? Ah, dans ce sens. Ah oui, nettement plus efficace, je suis convaincue. Est-ce que techniquement, ça commence à faire du sens? Là, ça a beaucoup de sens. Là, bon, parfait. Bon, ben alors, bonjour. Bonjour tout le monde. Heureuse d'être avec vous, de vous retrouver, Louise et Samuel. D'être avec toi. C'est gentil, merci. C'est un honneur de t'avoir pour ma dernière émission à l'heure juste. Là, donc, puis, comme je l'ai annoncé tantôt, là, on fait une transition, Ginette et moi. Là. Donc, Ginette qui a annoncé sa retraite là, à l'automne, c'est bien ça? Oui, je l'ai annoncé il y a quelques temps déjà, oui, et ça deviendra effectif là, le 22 décembre prochain. Bon, juste avant Noël. Voilà. Puis ça nous laisse le temps de Ginette et moi de faire le transfert des dossiers. Tout à fait. C'est intéressant de pouvoir garder une continuité dans les dossiers puis un transfert. Là. Ça donnait le temps de le faire. Ça a été combien d'années, Ginette, au dossier? J'ai été presque 12 ans. Ah, 12 ans? Oui, quand même, oui. Est-ce que je peux tout de suite dire à quel point je suis heureuse de te confier mes dossiers, à quel point je suis rassurée de les savoir entre si bonnes mains et de savoir qu'il va y avoir une belle continuité qui va se faire, que, étant donné que tu connais déjà bien la REC, que tu connais bien les dossiers, les enjeux, donc mon cœur est rassuré. C'est vraiment... Ça me fait chaud au cœur que tu me dises ça. Puis tu m'avais donné ton aval avant que j'applique là, parce que comme tu l'avais dit tantôt, Louise, c'est des grandes chaussures à chausser. Je t'ai pas convaincu honnêtement. Fait que quand j'ai eu ton OK, je me suis dit je vais m'essayer, je vais appliquer parce que
On se rappelle que dans notre centrale, on a les gens ça fonctionne avec l'ancienneté. Fait que là, moi, je croisais les doigts qu'il y ait personne de plus ancien que moi. Parce que je suis pas le plus jeune, mais je suis pas le plus vieux. Je suis vraiment dans le milieu de la liste. Fait que non, j'étais très heureux d'avoir la nouvelle. Là. Ça se fait relativement vite. Là. Parce que là, comme je disais tantôt au début de l'émission, mon poste, il vient de s'ouvrir. Puis là, c'est la dernière journée pour les gens d'appliquer. Tout à fait. Mais non, moi, j'ai aucune inquiétude. Tu connais bien les gens, tu connais bien les enjeux, tu connais l'environnement. Alors, non, ça va être. Et tu restes pas trop loin non plus si jamais il y a besoin. Oui, aucun problème. C'est un dossier extrêmement exigeant. Moi, nous, on t'a reçu quelques fois sur des enjeux majeurs de société sur lesquels tu devais construire le point de vue de la REC et tout. Ça demeure une fonction clé dans l'organisation et qui donne la couleur de la REC aussi dans les luttes. Oui, ben effectivement, quand on est une association de défense de droits, c'est sûr que quand on parle d'enjeux sociopolitiques, je pense qu'on est au cœur de la mission même. Hein. Évidemment, la REC offre aussi des services, mais je pense que l'essentiel de sa mission en matière de défense de droits, il s'articule beaucoup autour des dossiers sociopolitiques. Et c'est vrai, exigeant, mais tellement passionnant, tellement nourrissant, et aussi d'avoir la chance de le faire en pouvant discuter, échanger, s'alimenter avec des gens qui ont tellement d'expérience, qui ont tellement de vécu, qui peuvent tellement nous nourrir de leurs expériences, de leur vision, de leur analyse. Alors, je pense que c'est une grande chance d'une part, de pouvoir s'intéresser à ces dossiers, mais de le faire avec des gens qui peuvent tellement nous soutenir, nous alimenter. Pour moi, en tout cas, ça a été, moi, je l'interprète comme une grande chance dans ma vie d'avoir pu accéder à ce type de tâches et de travail-là. Peut-être juste mettre les auditeurs en contexte. Tu travailles avec des comités, dans le fond. Donc, c'est des responsables bénévoles qui sont membres de la REC, qui travaillent sur ces comités-là. Puis c'est avec eux que tu travailles pour justement élaborer les positions de la REC, etc. Absolument. On l'a fait avec, par exemple, l'aide médicale à mourir, mais aussi le dossier sociopolitique, les différents enjeux. Et là, écoute, je peux pas vous faire la liste de ce sur quoi on a travaillé, mais tu sais, ça va des paradis fiscaux à la privatisation en santé, au soutien à domicile. Je veux dire, c'est extrêmement varié. C'est un des aspects que moi qui m'a plu beaucoup. Mais oui, donc avec des comités consultatifs qui sont composés de bénévoles passionnés, intéressés par les différents sujets et qui viennent partager avec nous, mais aussi les membres du conseil d'administration, de l'exécutif, qui eux aussi, on les sollicite, on les interpelle dans les dossiers et qui eux aussi nous amènent leur vision et souvent aussi nous amènent la réalité de leur région, de leur milieu, qui nous permet d'avoir des analyses plus complètes, plus riches aussi, que simplement une vision plus nationale. Alors, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de chance j'ai eu. Puis en 12 ans, là, c'est quoi le dossier qui t'a le plus marqué sur ce que tu as travaillé? Ben, je te dirais que le dossier qui m'a demandé le plus et qui, je pense, faisait appel à plusieurs visions, plusieurs aspects de mon cerveau, disons. C'est le dossier de l'aide médicale à mourir. Parce que on est là, d'une part, c'est un dossier que j'ai pris un peu à ses balbutiements quand je suis arrivée. Oui, parce que ça commençait il y a 12 ans, là, dans le fond. Oui. Quand je suis arrivée, là, on était dans la préparation du dépôt du premier projet de loi qui allait créer l'aide médicale à mourir. Et il y avait un travail de positionnement, comme tu le dis, Louise, qui était à faire pour la REC. Et il y avait déjà quand même des réflexions qui avaient été faites, mais je dirais peut-être de manière très théorique, alors que là, on travaillait avec un projet de loi. T'sais, donc là, on était dans le concret. Il faut pas oublier aussi, on a tellement évolué sur cette question-là en 12 ans au plan social. Faut pas oublier qu'il y avait des gens pour qui aide médicale à mourir, c'était euthanasie, c'était crime, c'était
allait à l'encontre de la volonté divine. Là. Il y avait cette réflexion-là qui était encore présente. Et donc, il fallait travailler pour essayer de concilier tous ces points de vue-là. Donc, dès le départ, il y avait ces enjeux-là qui étaient là. Et bon, c'est un dossier que j'ai suivi tout du long et qui, dans ma vision, qui a évolué. OK, positivement, négativement, ça, je laisse ça à chacun de se positionner là-dessus, mais qui a évolué parce que, bon, la législation a commencé au Québec, ensuite le fédéral a été interpellé par la Cour suprême, et là, on a mené d'autres travaux pour faire évoluer encore la loi sur les soins de fin de vie pour aller vers un enjeu qui interpelle tellement intimement nos membres, c'est-à-dire la demande anticipée, le fait de pouvoir demander de manière anticipée l'aide médicale à mourir. Et ça, écoute, sur cet enjeu-là, j'ai dû rencontrer, je pense, honnêtement, sans exagérer, j'ai rencontré des milliers de membres de la REC, là, qui se sentent très, très, très interpellés par cet enjeu-là. Donc, ça, Samuel, c'est un beau bébé que je te laisse et qu'il faut continuer je pense, de faire grandir parce que nos membres ont des attentes importantes. Je dirais que c'est peut-être le dossier qui m'a le plus sollicité. Oui. Parce qu'il faisait appel vraiment à des enjeux à la fois, bon, il fallait avoir quand même des connaissances un peu au plan légal, mais aussi au plan éthique. C'est un dossier qui demandait beaucoup d'écoute. Alors ça, quand on travaille avec des gens comme les membres de la REC, ben c'est intéressant parce que c'est des gens qui ont beaucoup à nous apporter, là. Donc, je pense que c'est le dossier qui va me rester le plus. Mais il y a tellement une multitude de dossiers où j'ai appris énormément, tu as monté plusieurs mémoires là, pour déposer à l'Assemblée nationale. Oui. Pas juste sur l'aide médicale à mourir. Non. Écoute, on a travaillé sur la fiscalité, on a travaillé sur la maltraitance, bien entendu. Oui, on est allé de manière assez régulière. Le logement aussi. Le logement, évidemment, l'hébergement, mais aussi, bon, il y a une nouvelle loi qui avait été présentée par Mme David, qui était la seule députée de Québec solidaire à l'époque et qui amenait là, des bonifications pour la protection des aînés qui étaient en logement. Donc oui, on a touché à toutes sortes de choses, mais autant les besoins des aînés sont variés, autant nos dossiers doivent l'être, là, parce qu'il faut être là pour répondre à leurs besoins, dans le fond. Là. Est-ce que ta vision de la société, ou du moins du vieillissement de la population, elle a changé avant la REC puis après la REC? Là? Ben, c'est évident, là. C'est sûr. Pour être honnête, c'est bon, moi, j'avais un profil... j'ai travaillé, avant d'être à la REC, dans le fond, j'ai travaillé pendant 28 ans au gouvernement du Québec, dans différents endroits, notamment au Conseil du statut de la femme, mais aussi au ministère de la Famille et des Aînés. Et donc, j'avais jamais vraiment été interpellée de manière très concrète là, sur les conditions de vie des aînés. Donc, c'est sûr que à force de creuser les enjeux, d'avoir des portraits plus justes des réalités, des conditions de vie des aînés, évidemment, ça a modifié ma vision. Et je dirais que peut-être un des enjeux qui demeure important, en tout cas qui a émergé dans ma compréhension, mais qui, je pense, au plan sociologique, commence à émerger de plus en plus. Tu sais, on parle des aînés, mais les aînés, c'est pas un groupe homogène. Non, c'est ça. Tu sais, entre une personne de 60 ans qui quitte le marché du travail et une personne de 88 ans, ma mère a 88 ans, je veux dire, les enjeux, les réalités, les besoins, les attentes sont complètement différents, là. Alors, je pense que au plan sociologique, on devrait de plus en plus commencer à faire des sous-catégories chez les aînés, là. Ce qui est vraiment pas le cas dans les politiques publiques. On met ça dans un bloc. Dès que tu as ta carte de la FADOC, tu es un aîné, puis toutes les politiques vont te rejoindre normalement. Tout à fait. On le fait aussi avec les personnes retraitées. À partir du moment où tu deviens retraité, il y a comme
une série de caractéristiques auxquelles, normalement, tu dois correspondre, alors que dans la réalité, c'est pas ça du tout. Tu ne perçois pas comme ça, pas au début, en tout cas. Quand tu as 55 ça. ans, 58 ans, puis tu deviens retraité, tu te perçois pas comme une personne là qui doit être un peu commencer à prendre son temps. Et tu as encore plein de vie, plein d'énergie. Puis plus tu avances en âge, plus ces choses-là se placent. Hein? Tout à fait. Mais moi, je vais te demander, tu viens de la fonction publique, c'est ce que je comprends? Oui. Comment ça a été de tomber dans le monde de l'éducation? Est-ce que ça a été un changement de culture qui était assez marquante? Oui, mais en fait, je dirais que, tu sais, dans le fond, à la REC, on est, proche du milieu de l'éducation, mais pas tant que ça non plus. Le choc, ça a été plus de passer d'un milieu où, moi, je faisais du développement de politique, programme, à un milieu, comment je dirais, où on doit organiser la vie commune, OK? La vie sociale. Et là, je passais à un milieu où, je disais tout le temps, j'ai retrouvé une partie de mon cerveau. Dans le sens que je retrouvais la possibilité d'avoir un esprit critique qui pouvait s'exprimer. Parce qu'évidemment, quand on est dans la fonction publique, puis c'est correct, puis c'est normal, je veux dire, c'est pas la responsabilité des fonctionnaires de décider des grandes orientations, c'est le rôle des politiques. Alors que là, en arrivant à la REC, je pouvais prendre part à la réflexion qui menait à une action critique, à des pensées critiques. Et c'est peut-être là où le changement a été le plus marquant. Là. Passer plus de l'exécution à une pensée où on peut projeter, voir plus loin, identifier des enjeux, tout ça. Ça, pour moi, ça a été une grande bonification dans mon quotidien. Un plus grand pouvoir d'influence à travers ton travail aussi, qui était appuyé lorsque tu avançais des choses. Tout à fait, tout à fait, parce que je pense que on néglige souvent le pouvoir d'influence que les groupes comme la REC peuvent avoir. Pour l'avoir vécu, moi, de l'intérieur de la machine, je sais que quand des groupes font de la pression publique ou même du lobbying auprès des décideurs politiques, ça a beaucoup d'impact. On néglige ça. Je pense que peut-être qu'on le perçoit pas là de l'extérieur. Des fois, on se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce que ça donne, tout ce travail de sensibilisation, de mobilisation qu'on fait? Mais moi, pour avoir été à l'intérieur de la machine, je sais que ça a un énorme impact. Là. Donc, je pense que ça, c'était très, très valorisant. Oui, puis si on parle d'un groupe de pression ou mouvement social de quand même de 60 000 membres au Québec, là, c'est gros. Là. Il n'y en a pas beaucoup des associations aussi grandes en nombre au Québec. Donc, ça a un impact clairement auprès des décideurs, auprès des politiques. Si on se relève les manches, si on se retrousse les manches puis qu'on fait des actions concertées, effectivement, on peut faire changer d'idée certains politiques. Puis ça va couler jusqu'à dans le ministère. Puis là, les fonctionnaires vont travailler avec ça. Tout à fait. Moi, je trouve que la REC fait preuve aussi de beaucoup de patience en visitant régulièrement les députés dans toutes les régions, en faisant valoir ses points de vue, en plaidant pour les causes qu'on défend et tout. Et ils reprennent leur bâton de pèlerin là, année après année pour refaire ces tournées-là et tout ça. C'est un engagement vraiment important, intéressant, qui apporte à ceux qui le font et qui aussi permettent de faire avancer les idées qu'on défend, en sachant que, les choses sont longues à changer dans le milieu politique. Là, C'est sûr. Et ça, cette mobilisation-là, au niveau local, au niveau régional, c'est vraiment très impressionnant. Moi, je trouve ça extraordinaire, là. Que des gens dans chacun des milieux, comme tu dis, repartent avec le bâton de pèlerin de manière régulière. Ou le petit balai puis le porte-poussière. Oui, des petits balais, voilà, c'est ça. Tu sais, que ces gens-là se mobilisent encore autour d'enjeux qui les interpellent. Ouais. Ça, moi, je trouve ça absolument remarquable et c'est une des très, très grandes forces de la REC. Ça permet de rester actif vraiment dans la société, là, d'avoir son mot, d'être un citoyen là, qui exerce ses responsabilités de citoyen là, à sa mesure. Moi, je trouve ça très bien. Et moi, je suis convaincue que ça a des impacts. Ben oui. Alors, moi, j'en suis convaincue. Chaque député dans son comté qui reçoit le même message répété
par des personnes qui savent de quoi ils parlent, qui sont articulées, qui sont argumentées. Et qui votent massivement. Et qui votent et qui vont être de plus en plus nombreux à voter. Moi, j'y crois en tout cas. Oui, absolument. Ouais. Absolument. Est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce qu'il y a des dossiers que tu t'es dit ça peut pas aller nulle part, puis finalement ça l'a développé en quelque chose d'intéressant? Ou l'inverse, là, quelque chose d'intéressant qui a mené nulle part? Ben écoute, on ne peut pas ne pas parler de la réforme du mode de scrutin, là. Ouais. Ah, je suis sans mots. Non, mais parce que écoute, t'étais en plein dedans quand tout le monde a signé, là. Oui, on a fait du travail de mobilisation. La REC est membre du mouvement Démocratie Nouvelle. Bon, je vous ferai pas l'historique du dossier, mais quand même, tous les partis s'étaient engagés à modifier le mode de scrutin. Et pourtant, on a eu les résultats qu'on a eus là. Hein? Alors, ça, c'est un peu... oui, 100 fois sur le métier, remettons, là, mais quand même. Bon, il y a une mobilisation encore demain. Hein? Aujourd'hui, je pense. Oui, je pense aujourd'hui. Aujourd'hui, avec l'ouverture des travaux. Évidemment, il faut pas lâcher, mais ça, c'est un peu... à l'opposé, pas à l'opposé, mais j'avoue qu'un des dossiers qui m'a agréablement surpris, c'est toute la question des paradis fiscaux. Où quand moi, j'ai pris conscience de ce dossier-là, le dossier était quand même, pour notre compréhension, du moins à la REC, un peu à ses balbutiements. Et sous l'impulsion de la CSQ, quand même, il y a maintenant un collectif qui fonctionne bien avec des gens, des représentants de plusieurs centrales syndicales. Et honnêtement, je me disais, mais bon, en plus, c'est beaucoup une responsabilité fédérale. Alors, je me disais, est-ce qu'on pourra vraiment avoir de l'influence? Et oui. Bon, évidemment, c'est pas que le travail du collectif et de la REC, on s'entend. Là, c'est une conjugaison de plusieurs intervenants, mais il y a eu un travail intéressant qui a été fait même à Québec. Il y a eu des modifications législatives qui ont été apportées pour essayer de contrecarrer, en tout cas un début, pour rendre plus difficile le recours à diverses formes d'évasion ou d'évitement fiscal. Alors, il y a eu des pas de fait. Puis, il y en a aussi à Ottawa, des pas qui ont été franchis. Alors, ça, pour moi, ça a été une belle surprise. Ah, je suis content de l'entendre parce que c'est ce genre de dossier dans lequel je finis par être cynique un peu, là, mais... Bien, évidemment, il faut pas espérer que demain matin, tout va être réglé. Il faut être capable de voir les petits gains qui sont faits, mais c'est les uns après les autres qui vont venir par faire la différence. Mais toi, Ginette, là, on peut pas te laisser partir sans te demander, après toutes ces années d'investissement et d'influence dans la REC, à partir du 22 décembre, il va se passer quoi dans ta vie, là? Je serai membre de la REC, ça c'est sûr. Oui. Ça c'est sûr. Pour être très honnête, il va y avoir une période de repos. Parce que c'est un dossier extrêmement sollicitant, passionnant, mais aussi un peu fatigant, à 63 ans quand même. Alors, comme j'ai l'âge des membres de mes comités, je me suis dit... le chiffre inversé. Pour vrai? J'ai 36. Ah! Alors, tu as plusieurs belles années devant toi. Il y a de la numérologie. Alors, il va y avoir un peu de repos aussi, mais c'est sûr que je vais demeurer alerte. Je vais continuer à surveiller, notamment peut-être aussi rester impliquée sur le dossier de la condition des femmes. Peut-être continuer là à m'impliquer plus spécifiquement de ce côté-là, parce que là aussi, il y aurait tellement à dire là sur la réalité des femmes aînées. Mais alors voilà, pas de grands projets dans l'immédiat, juste aller planter des fleurs au printemps. Et voilà. Ouais, c'est déjà un très beau programme. Est-ce que tu peux revenir si on te réinvite? Encore faudrait-il que j'ai des choses intéressantes à vous dire. Encore faudrait-il que l'heure juste existe encore. Ça va exister encore. Ça pas mal de si. Il y a beaucoup de si, là. Si ma remplaçante ou mon remplaçant ne le fait pas,
pourquoi je continuerais pas. C'est pas une tâche attitrée au gars de com ou à la fille de com. Non, on pourrait redéfinir un peu. On peut redéfinir puis la mettre spécifiquement action sociopolitique. Oui, tout à fait. On va remodeler nos affaires. C'est le charme du poste que tu as. Tellement de choses sont possibles. C'est fantastique. J'ai hâte. Merci beaucoup, Ginette. Merci, Ginette. Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir, de parler avec toi aussi, pour ma part, en tout cas. Merci beaucoup. Ça a été très agréable de vous revoir. Je vous souhaite une belle continuité dans ce nouveau poste et au plaisir de se revoir. Une belle retraite. Oui. Merci. Merci. Donc, on se retrouve après la pause. On se retrouve avec Mme Germain-Saucier. On va parler de la relève bénévole. À tout de suite. On est de retour à l'heure juste de l'émission de l'AREC sur les ondes de CKIA FM. Et on a avec nous au téléphone Mme Germain-Saucier. Mme Germain-Saucier, bonjour. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va très bien, oui. Oui, là, on vient de finir une longue tournée du CE là, à travers le Québec. On a rencontré toutes les régions. Puis, parmi les choses qu'on a abordées dans cette tournée-là, on a notamment abordé le dossier de la relève dont vous êtes responsable. Oui, la relève, mais aussi la participation, là, c'est important. Oui, parce que on parle de relève bénévole en tant que nouveau membre, mais on veut qu'ils participent à nos activités, qu'ils participent à nos instances, c'est bien ça? Oui, c'est important parce que quand les gens arrivent à la retraite, souvent les gens sont fatigués, ont besoin d'un peu de temps de repos, de faire les activités qu'ils avaient prévues pour leur retraite, mais c'est important aussi de se préoccuper de la participation des membres qui sont actuellement à l'AREC. Donc, il y a 60 000 membres à l'AREC, là, ça c'est important. Puis dans les 60 000 membres, il y en a à peu près le quart qui sont des gens de moins de 70 ans, alors que notre moyenne d'âge là, de 78 ans est importante. Alors, les nouveaux membres qui arrivent à l'AREC, ben c'est difficile de les amener à participer, parce que quand ils arrivent dans nos salles, ils se retrouvent avec... on va le dire comme ça vient, là, avec beaucoup de têtes blanches, puis ils cherchent leur place là, dans ce milieu-là. On l'a dit plus tôt en émission, effectivement, mais il y a des classes d'âge là, entre les aînés. Les aînés ne sont pas un groupe monolithique. Là. Non, pas du tout. Quand on regarde ça, il y a beaucoup, peut-être le quart de nos aînés qui sont des gens en perte d'autonomie, qui sont des gens qui nous suivent par le Quad 9, qui nous suivent par les petits journaux de secteur, mais qui ne peuvent pas participer aux activités. Oui. Je comprends. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que justement là, une personne qui sort de qui arrive à la retraite là, se dit bon, je vais être membre de l'AREC,
On se doute peut-être que c'est pas, toutes les assurances sont alléchantes, mais outre ça, là, qu'est-ce qui fait en sorte que on les voit pas dans nos instances, dans nos activités, ces gens-là? Ben, un des éléments qu'on a constaté en faisant la recherche-action, c'est que les gens ne connaissent pas la REC. Ils connaissent, on leur parle de la REC au moment où ils arrivent à la retraite pour leur faire miroiter là, l'importance de faire le transfert des assurances. Donc, c'est souvent par ce biais-là que les gens arrivent, mais ils connaissent peu ou pas la REC. Souvent, ils connaissent pas de personnes qui sont membres de la REC, parce que la participation des membres de la REC de moins de 70 ans, c'est là notre plus grosse difficulté d'aller chercher ces membres-là. Alors, quand nos gens arrivent à la retraite, ben c'est peut-être plus ces gens-là qui connaîtraient, puis ils sont pas vraiment présents là. Alors, il y a un élément. Puis les gens ont aussi ils ont aussi peur de se retrouver dans une salle où ils connaîtront pas personne. Puis ils veulent aussi des activités qui vont leur permettre d'apprendre encore, de se remettre en forme, et c'est pas toujours ce type d'activité-là qui est offert actuellement dans nos secteurs. Alors, il y a une réflexion à faire aussi dans les secteurs sur les activités offertes, sur les moyens qu'on prend pour aller inviter, accueillir les nouveaux membres. Donc, il y a un beau travail de terrain à faire qui va être enrichissant pour tout le monde, je suis convaincue. Vous donniez un exemple que je trouvais intéressant qui était, la REC avait comme tradition dans les secteurs de faire des activités qu'on appelait de la non-rentrée. Oui, c'est parce que depuis les dernières années, il y a de plus en plus de membres qui arrivent à la REC qui ne sont pas des enseignantes et des enseignants. Voilà. Les autres corps d'emploi de la CSQ, parce que la condition pour être membre de la REC, c'est d'avoir été syndiqué à la CSQ. Alors, il y a beaucoup de corps d'emploi à la CSQ qui sont pas des enseignants, et comme je dirais traditionnellement, beaucoup, la REC, ça a été des enseignants. Mais on a un vocabulaire qui ressemble beaucoup à celui de l'éducation. On va parler de non-rentrée. Alors, il y avait une femme au comité qui était une secrétaire qui nous a dit, moi, la non-rentrée, ça me parle pas. Moi, ça fait déjà longtemps que je suis au travail quand vous parlez de non-rentrée au mois de septembre. Là. Elle a eu 2 semaines ou 3 semaines de vacances au mois de juillet, puis elle est déjà retour au travail. Donc, ce vocabulaire-là ne rejoint pas non plus les nouveaux membres. Donc, rapidement, ils disent, c'est pas pour nous, c'est pour les enseignants. Alors, ça, c'est un changement là qu'on a à faire aussi à l'intérieur de rendre notre association plus plurielle, là, qui s'adresse à l'ensemble des membres possibles qui vont arriver à la REC. Et puis, on disait qu'au cours des dernières années, dans notre recherche, on s'est rendu compte qu'il y a plus de la moitié de nos membres qui sont plus des enseignants quand ils arrivent qui arrivent membres à la REC. Là. Alors, c'est important de changer notre vocabulaire puis d'aller les rejoindre. Moi, j'ai remarqué quelque chose la première fois que je suis allée dans une assemblée, une rencontre locale de notre AREC. La première fois qu'on est accueillis, tout ça. C'est vrai que les gens disent, quand on fait le tour de table, pourquoi vous êtes à l'AREC? Plusieurs répondent pour les assurances. Mm-hmm. Mais ils savent pas du tout plusieurs ne savent pas que c'est une association de défense des droits. Et plusieurs ne connaissent pas ce que c'est que l'AREC, ne connaissent pas son histoire, ne connaissent pas pourquoi ça a été fondé. C'est difficile. Ils viennent chercher de l'activité sociale, un peu d'engagement agréable, intéressant, en lien avec leur connaissance professionnelle et tout, mais ils ont de la misère à trouver leur place là-dedans parce qu'ils comprennent pas trop c'est quoi cette association-là. Moi, je trouve qu'il y a un défi de transmission de ce que c'est que la REC, pourquoi ça a été fondé, à quoi ça sert, c'est quoi les gains qui ont été faits et tout ça. Parce que sinon, des gens vont venir puis ils vont repartir aussi vite, ils reviendront pas avant 7-8 ans, là, parce qu'ils se retrouvent pas là-dedans. Là. Il y a un grand défi, là. Mais le défi d'histoire, il est présent partout. Là. Je le vois aussi parce que j'ai des jeunes, moi, qui sont dans le milieu du travail, puis ils connaissent pas non plus les luttes syndicales, les gains qui ont été faits. Alors, ça, ce défi-là, on l'a à relever aussi. Mais ce qu'on se rend compte chez les membres, souvent, ce qu'ils vont nous dire, c'est qu'ils ont pas trouvé qu'est-ce qui pourrait les intéresser à la REC. Donc, c'est pour ça qu'on veut inviter nos gens à
quand on accueille les gens, là, souvent l'erreur, puis moi j'ai été présidente de syndicat, puis j'ai fait la même erreur que plusieurs, on veut faire connaître notre association, mais son fonctionnement. Alors souvent, on va assommer nos nouveaux membres qui arrivent à la première fois en leur expliquant, ben il y a un beau secteur, puis nous, on est plusieurs secteurs qui forment une région, puis on va y aller beaucoup sur la structure de l'association, je pense que là, on a à commencer à créer davantage des liens avec les nouveaux membres, leur donner le goût de se rassembler ensemble, puis de faire connaître les activités plus que les comités. Souvent, on faisait connaître les comités, vous pouvez vous engager. Les gens étaient souvent abordés dans un esprit de les pas juste les faire participer, mais de les impliquer, là. Alors que peut-être que ce qu'ils ont besoin, c'est de découvrir la REC, de connaître sa mission, de connaître mieux le contexte dans lequel on s'implique, puis que les luttes qu'on mène à la REC sont des luttes sociales, sont des luttes qui vont profiter à l'ensemble de la société. Moi, je donne souvent l'exemple que quand j'ai milité ici dans un organisme pour avoir des rampes d'accès, parce que j'avais une membre qui était à mobilité réduite, ben j'ai vu souvent après des petites familles avec la poussette qui ont pu emprunter la même rampe. Donc il y a des luttes qu'on mène, des dossiers qu'on défend, mais qui vont profiter à l'ensemble de la société. Ça, les membres souvent sont pas informés de ça. Les gros dossiers qu'on mène présentement dans le contexte de l'aide médicale à mourir, dans le contexte des soins à domicile, etc. Ils sont comme pas conscient. Peut-être qu'on va avoir à publiciser davantage aussi les gains qu'on fait. Moi, j'ai encore appris quelqu'un la semaine passée que la REC, on s'est impliqué dans le dossier pour faire baisser les frais de stationnement au centre des personnes aînées ici, là, qui s'appelle c'est un CHSLD, mais qu'on appelle Georges Frédéric chez nous, mais les gens ne savent pas puis que la force de nos 60 000 membres peut nous permettre d'avoir une prise de parole qui va faire avancer le dossier. Mais je pense qu'on a un bout de chemin à faire là-dedans aussi. Donc là, en conclusion, on a conçu 2 guides qui sont à la disposition des secteurs et des bénévoles, c'est bien ça? Oui. On a conçu 2 guides. Notre recherche, là, ça a été d'aller voir les gens sur le terrain puis de les écouter. De voir c'est quoi qu'est-ce qui empêchait les gens de participer, puis pourquoi ils venaient pas, pourquoi ils s'impliquaient pas, puis de parler à d'autres groupes de gens qui s'impliquent pas, bien, qui nous donnent c'est quoi, puis ceux qui s'impliquent, qui nous donnent leur motivation. Pourquoi les autres, ils sont heureux de s'impliquer à la REC, ça. Alors, à partir de tout ce qu'ils nous ont dit, puis puis là, si vous lisez le Quoi de neuf, vous allez voir qu'il y a eu aussi un sondage qui a été fait auprès des 0,5 ans de retraite, là. On a pu mettre en contexte tout ça, puis préparer 2 guides. Un à l'intention des secteurs pour les aider, les soutenir, pour trouver comment ils pourraient améliorer leur pratique, qu'est-ce qui est bon à conserver, puis qu'est-ce qui peut être amélioré dans leur pratique pour accroître la participation, pour mieux accueillir les nouveaux membres, pour aller au-devant des nouveaux membres. Et puis, on a un 2e guide qu'on trouve important aussi, qui est à l'intention des bénévoles. Parce que, on sait, les gens, souvent, ont peur de s'impliquer, d'embarquer comme bénévole parce qu'ils ont peur d'être pris dans une espèce d'engrenage puis de plus pouvoir s'en sortir. Mais dans cette réflexion-là sur le bénévolat, on trouvait ça important de faire ressortir les questions que les gens se posent avant d'entrer dans du bénévolat, là. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Puis souvent, on fait des erreurs de notre côté parce qu'on laisse pas de place aussi pour les nouveaux à s'impliquer. J'ai vécu une expérience le fun quand je suis arrivée à la rencontre d'accueil de mon secteur l'année passée. Il manquait une personne au conseil sectoriel. Alors, la personne avait laissé une chaise au milieu, avait fait un petit setup, une chaise avec un foulard dessus. Alors, quand je lui ai demandé, est-ce que tu attends quelqu'un de particulier? Tu as une invitée spéciale? Elle dit, non, ça, c'est mon prochain membre qui va être au conseil sectoriel. Donc, elle a montré qu'il y avait une chaise vide, visuellement. Mais souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est OK, si t'as pas personne, je vais continuer. Mais si on laisse pas une place pour que les gens puissent venir, ben peut-être que les gens se sentiront pas nécessaires qui s'impliquent, puis tout ça. En tout cas, ce qu'on trouve, nous autres, c'est que c'est important de créer des liens rapidement avec les jeunes, de leur donner le goût de la REC. Puis s'ils ont le goût de la REC, puis qu'ils trouvent que c'est un milieu où c'est valorisant, c'est intéressant,
ben ils vont avoir le goût de revenir. Puis plus les gens vont participer, ben je pense que c'est là qu'on va trouver notre relève. Alors c'est pour ça qu'en début, j'ai dit c'est pas juste une recherche sur la relève qu'on a faite, mais aussi sur la participation. C'est en participant que les gens vont découvrir c'est quoi la REC, qu'on va avoir le goût de s'impliquer à la REC, puis qu'on va trouver notre relève là. Moi, je pense que ça passe par là. Ben, merci beaucoup, Mme Germain-Saucier, d'être venue nous faire un suivi sur ce dossier-là. Donc, à suivre aussi pour la suite des choses. Oui. Oui, je vous remercie. Bonne fin de journée. Merci, bonne journée. Donc, c'est la fin ou le début de d'autres choses. Là. Ben oui. Donc, on se dit sûrement au revoir. Oui. On va vous tenir au courant là, de la suite des choses là, à travers les pages Facebook puis les outils de communication. Donc, il y aura sûrement une suite à tout ça. Sinon, moi, je voudrais te dire merci, Louise, là, d'avoir contribué à cette émission-là. Ouais. C'était mon bébé. C'était un grand plaisir. Puis c'est vraiment un privilège d'avoir travaillé avec toi. Là. Je suis très content. C'est le fun, Donc, merci aux auditeurs et aux auditrices. Puis on se dit à la prochaine. Bye-bye. À la prochaine. Bye-bye.